Avant de créer son premier burger, il faut savoir quel est le cadre, le lieu, et comment faire à partir de celui-ci. César Chaleret, bonjour. Bonjour. Chalerai, comme un châle avec des raies. Bon, on se connaît bien, toi et moi, donc je vais te tutoyer Ça me va. pour le besoin de cette émission. Une émission qui s'appelle Pas encore et dont la première est aujourd'hui. C'est le premier direct. Super heureux de le faire avec toi, Julien. C'est moi aussi. César, peux-tu te présenter? Donc, je m'appelle César Chalerai. Je suis ce que j'appelle ludopédagogue. C'est-à-dire que je suis passionné d'apprentissage et je pense que pour le faciliter, le jeu est un bon outil, un bon instrument. Du coup, après avoir longtemps cherché comment apprendre, je partage aujourd'hui ma façon de voir l'apprentissage, comment elle est partagée dans différents pays, particulièrement la Belgique, le Canada, et comment d'autres personnes s'amusent à apprendre là où parfois des élèves comme moi ont trouvé ça plutôt difficile et démoralisant. Est-ce que tu as fini de te présenter? Oui. Ok. Donc je t'ai proposé de venir aujourd'hui pour parler pédagogie ludique. Ça tombe bien. On va essayer ensemble de comprendre les termes, pas tous, parce que I guess qu'il y en a beaucoup. On va voir ensemble comment ça fonctionne. Et commençons par créer donc ce burger. Oui, puisque là nous avons posé le cadre, nous avons visité le lieu où s'ouvrira le prochain restaurant, le premier. Maintenant, quel va être ce burger? Puisque c'est un restaurant de burgers. Alors, je t'ai pas laissé le choix, c'est moi qui l'ai décidé. C'est pas ça Burger Quiz, une ambiance qui me vient. Exactement. Trêve de plaisanterie, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour rigoler. Rigoler, c'est mal. En restant factuel, terre à terre, est-ce que tu as des éléments de réponse du pourquoi, du comment, autant de décrochage scolaire? On va dire que ça, c'est le premier pain qu'on choisit pour le burger. Celui du dessus ou du dessous, je te laisse le choix. On va partir de la base, le dessous. D'accord. On est en France, on a la chance d'avoir l'instruction, et pas l'école, obligatoire jusqu'à 16 ans. Et je parle d'une chance parce que ça a commencé lorsque les enfants aidaient leurs parents. Et souvent, c'était des familles pauvres qui travaillaient au champ ou autre. Et l'école était un moyen de quitter le travail difficile des parents pour aller retrouver des copains et en plus grandir de ce qu'on apprenait. Et ce pain du bas, en fait, cette école qui est apparue pour les jusqu'à 16 ans, était une espèce de capsule où on retrouvait son enfance, pas le travail d'un adulte, on retrouvait ses amis, pas le travail des champs, et où finalement faire quelque chose de différent pouvait un peu changer une journée. Et peut-être que ce décrochage est arrivé dans le sens que quelques années après, une centaine d'années après, nous ne travaillons plus jeunes comme le faisaient d'autres personnes, d'autres enfants. Nous avons un confort de vie qui s'est quand même nettement amélioré, mais on se retrouve à faire grosso modo les mêmes choses qui n'ont pas changé, c'est-à-dire s'asseoir et découvrir des nouvelles informations par une personne qui nous les donne. Et peut-être qu'une mentalité d'enfant heureux de quitter les champs versus des enfants qui ont un bon confort et ne manquent pas de distraction, si le cadre, si le burger scolaire n'est pas bien amené, il peut être indigeste. Ou alors on peut imaginer que c'est un super bon burger, mais qu'il y en a une grosse quantité et qu'on est obligé de tous les manger
et qu'on ne peut pas quitter la table sans les avoir mangés. Mais ça fait moins triper. Donc c'est plutôt de la consommation jusqu'au dégoût que le goût de consommer quelque chose qui nous plaît Mm. ou qui peut nous plaire. Donc on ne connaît pas encore le goût et la saveur. Je dirais plutôt une recette qui a fait ses preuves, mais qui, même si beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui, reste peu adapté à notre goût aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tout le monde peut rentrer dans le même panier à burger? Qui aime les burgers ici? Moi aussi. Mais je pense qu'il y en a qui n'aiment pas les burgers. Donc, Manifestez-vous, hein, si vous n'aimez pas les burgers, il n'y a aucun souci, on n'est pas là pour juger. voilà. Mais peut-être que grâce à cette émission, vous allez commencer à apprécier les burgers. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme deuxième ingrédient maintenant qu'on a la base, le premier pain? Hum, Déjà, bon, l'historique c'était une base, mais aussi peut-être le fait que être assis devant un papier pour écrire, aujourd'hui je suis persuadé que ça reste quand même une base très importante. Mais dans un monde où on va avoir n'importe quelle information sur le téléphone, on peut, euh, on peut demander à des intelligences artificielles de nous faire des rédactions, on peut accéder à n'importe quel documentaire qui nous apprendra bien plus qu'une année scolaire d'il y a 100 ans. Cette approche peut ne pas paraître attrayante en première intention et on nous apprend des informations que finalement on peut trouver facilement. Est-ce que ça vaut le coup de nous les apprendre? On y reviendra, mais oui, ça peut être intéressant. Mais on ne nous apprend pas pourquoi, malgré les intelligences artificielles, les logiciels, les documentaires, Internet, un papier, un stylo reste une base pour apprendre. Parce qu'on nous apprend des informations, mais pas à être apprenant, c'est-à-dire à savoir comment notre cerveau fonctionne pour avoir les informations nécessaires et savoir les restituer au bon moment. Est-ce qu'il y a encore temps pour remettre ça en question? C'est pas si vieux que ça. C'est dans les années 90, 1990, qu'une science est apparue, les neurosciences, sur l'étude du cerveau, qui nous a montré ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. J'avais oublié la langue. Et la plasticité cérébrale nous apprend que, même si l'on croyait que le cerveau évoluait jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, et après était figé, en fait, les connexions nerveuses peuvent se faire tout au long de l'année, d'ailleurs se font tout au long de la vie. Donc, même une personne qui n'a pas eu accès à l'apprentissage, n'a pas eu accès à l'instruction, est toujours à temps, à n'importe quel âge, de savoir apprendre une nouvelle langue, de se lancer dans l'écriture, de faire un nouveau sport même. Donc, confirmé par les sciences, il est toujours temps de commencer quelque chose. Oui. Donc c'est une idée reçue que de se dire que ça y est, j'ai dépassé l'âge des 25 ans, mon cerveau a moins d'élasticité, donc je ne peux pas évoluer comme avant. Donc finalement, je baisse les bras, donc je ne me remets pas en question, et puis je continue sur cette route-là. C'est finalement un petit peu le contraire de quand on prend la retraite, par exemple, et que là on se dit, allez, il est temps, je peux faire plein de choses que je n'ai pas faites avant. Est-ce qu'il n'y a pas ce passage à vide entre cet âge soi-disant butoir des 25 ans jusqu'à la retraite? Mais c'est une idée reçue parce que j'ai reviens sur un terme que j'ai écorché tout à l'heure, qui est la plasticité cérébrale. J'ai la quarantaine, toi tu parles d'élasticité cérébrale, mais je suis sûr que si l'on veut apprendre à bien dire ce mot, que ce soit à ton âge ou au mien, j'arriverai à le dire. Et effectivement, si le but
c'est de pouvoir profiter, par exemple moi d'arrêter d'écorcher ce mot, ou alors à la retraite, de se dire ah ben, j'ai mis l'argent de côté, j'ai du temps devant moi, je sais que je peux avoir par exemple des voyages à faire dans des pays où je ne connais pas la langue, ben, ça ne doit pas être quelque chose qui doit nous retenir, parce que si on a le temps, si on a le désir, ben, il y aura toujours, il y a tous les ingrédients pour un apprentissage et du coup en arriver à ce que l'on souhaite. D'accord. Donc, il n'est jamais trop tard. Euh, donc, le deuxième ingrédient, finalement, on l'a toujours pas choisi, puisque là, ça fait toujours partie de la base du burger. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, comme nouvel ingrédient? Euh, Moi j'en reviens au papier en fait, parce que c'est quelque chose qu'on enlève au plus. On a beaucoup de factures dématérialisées, notamment pour les tickets de caisse ou autre. Mais finalement, on se retrouve toujours avec des petits bouts de papier qui traînent, des cartons, des cartes, des jeux. Et je trouve que recycler ces petits bouts qui sont chassés est une bonne manière, soit d'avoir une to-do list, soit de se rappeler de quelque chose, de faire passer un message à quelqu'un ou avec des cartes, de travailler de manière ludique quelque chose qui pourrait être redondant à la base. Et finalement, cet outil, moi, c'est, je vais pas dire les déchets, mais tous ces petits trucs qui traînent, qu'on pense à ne pas, qu'on ne pense pas à utiliser, qu'on ne pense pas à jeter, et auxquels on peut donner une seconde vie à travers l'apprentissage, justement. Donc, un burger au papier, Mm. miam, d'accord. Et un troisième ingrédient, qu'est-ce qu'il y a après le papier? Une fois qu'on a donné la base de la base, qu'on a fait l'historique, qu'ensuite on se dit, bah finalement le papier, c'est pas mal parce que du coup ça permet de travailler ou de jouer autrement. Finalement, le autrement, c'est ce qu'on connaissait avant, mais on le perd petit à petit. Est-ce que finalement, c'est pas de l'innovation que de repartir sur des bases simples? Est-ce que la simplicité, ce serait le troisième ingrédient de ce burger magique? Là, on va en arriver à, personnellement, un élément qui m'a mis sur l'apprentissage. C'est, on peut dire, partisan du moindre effort, la flemmardise ou autre, mais c'est trouver des astuces pour se simplifier la vie, pour en faire le moins possible. Même si, par exemple, pour obtenir un numéro de téléphone, il faut mémoriser tous les départements français pour avoir 99, enfin il y en a 95 plus les départements d'outre-mer, mais pour avoir des nombres en tête, eh ben, c'est un travail que d'apprendre tous ces départements, mais ensuite tous les numéros de téléphone ne seront que des voyages, ce qui est nettement plus facile à retenir qu'une suite de chiffres. Donc, ok, peut-être fournir un effort au début, mais qui simplifiera la vie après. Et jusqu'où on est prêt à fournir un effort, et quels efforts valent vraiment la peine d'être fournis pour simplifier par la suite. Donc oui, la simplicité, ça reste des fois pas la première chose que l'on voit, mais en tout cas très important pour l'apprentissage. Donc l'économie d'action, L'économie d'action, on peut parler de ça, oui. c'est une règle inhérente aussi au jeu. Mhm. Donc apprendre par le jeu, c'est finalement ce que tu fais. Euh, Maintenant qu'on a ces trois ingrédients, on va essayer de monter un burger, mais finalement il sera gigantesque ce burger. Quel autre ingrédient tu estimes pour ce burger qui serait judicieux d'intégrer dedans? Moi, je vais appeler ça le contrat. Le contrat, c'est quelque chose qui ne regarde finalement que nous, mais qui va être notre essence pour l'apprentissage,
pour se remplir les poches de tickets de carte bleue ou tickets de parking qui traînent. Parce que on va se dire, voilà, avec ça, je pourrais arrêter de sortir mon téléphone pour écrire une note, mais juste le noter comme ça, ou alors faire passer un message à quelqu'un de manière simple, mais un peu vieille et élégante finalement. Et ce contrat, c'est finalement être sincère avec soi de qu'est-ce que l'on a besoin et chercher simplement la toute petite action ou le tout petit moyen à mettre en place. Mais ça part vraiment de soi, de qu'est-ce que l'on veut développer en premier, quelles sont nos priorités. Tout vient de soi finalement. Tout commence par soi, oui. Tout commence par soi. Voilà. Après, les informations en elles-mêmes ne peuvent pas venir de nous. On doit les apprendre, les mémoriser, les chercher. Et d'abord chercher, mémoriser, apprendre. Mais si on ne cherche pas cette information, il n'y a aucune raison que l'on en trouve. Et si par hasard, mais par pur hasard, hein, on a justement la flemme, d'ailleurs c'est pas justifié, mais on a la flemme alors qu'on aimerait, à quoi c'est dû? Pour le coup, comme tout part de soi-même, je ne peux pas parler pour toi, pour vous, mais souvent on retrouve des choses telles que la peur, la comparaison, le fait qu'on nous ait dit qu'on n'était pas capable, le fait même qu'on craigne que les choses nous dépassent et prennent trop d'ampleur ou fonctionnent trop. Et tout ça sont des bonnes, mauvaises motivations pour pas commencer. Et c'est ce qui nous freine direct, potentiellement. Voilà. Et si tu rajoutes de la simplicité là-dedans, parce que finalement, c'est bien de ne pas se prendre la tête dès le début pour arriver à aller sur son chemin et continuer. Juste du coup, la simplicité permet de débroussailler le chemin en fait. Au lieu d'arpenter un chemin avec beaucoup trop d'informations ou beaucoup trop de choses que l'on cherche, simplifier permet d'arpenter plus finalement sereinement parce que on sait que chaque nouvelle chose va apparaître clairement, ne sera pas perdue dans la masse d'informations et nous permettra peut-être de trouver la ressource nécessaire pour faire le bon choix, le bon chemin. Oui, puis on n'est pas parfait dès le début. Exactement. Donc, on a parlé d'histoire, de papier, de simplicité, de contrat. Le contrat, c'est un terme qui peut paraître péjoratif, mais là, en l'occurrence, c'est plus un contrat de respect envers soi-même aussi. Est-ce qu'il y aurait un autre ingrédient? Ben non. Si on commence avec un burger, de toute façon, je crois que c'est la réussite de tout. C'est l'autre. Parce que, ok, tout part de soi-même. Mais finalement, pourquoi faire un bon burger et pas le partager? Pourquoi partir à la recherche d'informations alors que peut-être notre voisin pourrait nous aider à résolutionner le problème, à nous donner la donnée qui nous manque? Et même finalement, ce contrat que l'on fait à soi-même, comme tu disais, ça peut être péjoratif, mais ce n'est pas non plus une contrainte que l'on se met. C'est un désir pour être au clair avec ce que l'on souhaite. Et partager ce plaisir de vouloir grandir, c'est aussi le dire à nos proches, pouvoir en parler sereinement malgré les doutes, malgré les difficultés que l'on croise. Et l'autre est toujours là pour écouter, pour réconforter, ou même s'il est neutre, nous offrir l'opportunité de parler de ce que l'on fait. Donc là, avec ce burger, tu proposerais aux gens de manger les autres. D'accord. Et toi, dans tout ça, où tu te situes au niveau
de l'agencement de ce burger, est-ce que simplement, justement, on parlait de simplicité, ça tombe bien, tout ce dont tu viens de parler, tu le proposes sous des formes et des formats qui sont ludiques. Est-ce que tu en parles ou est-ce que au contraire tu n'en parles pas et les personnes font leur propre chemin via le jeu? Alors, moi, malgré mon vieil âge, j'étais pas là au temps de Charlemagne pour le début de l'instruction. Ah bon? Mais par contre, c'est un cheminement que j'ai eu d'une blessure, d'une croyance que j'avais par rapport à ma scolarité, jusqu'à la découverte de nouveaux instruments, de nouvelles manières de faire, de tests que j'ai pu mettre en place auprès d'élèves, auprès de personnes, auprès de public et demandeurs d'apprentissage. Et finalement, fabriquer des instruments, des modèles qui aident à débloquer des situations. Donc, si je ne peux intervenir sur le point du bas, je peux rappeler le plaisir du papier et vous donner des exemples de qu'est-ce que l'on peut faire avec quelque chose qui traîne. Je peux vous parler des modèles que j'ai construits avec le temps, avec les expériences, pour simplifier ses pensées, en déjà prenant conscience de ses émotions. L'apprentissage part du corps, et le corps, ce sont les émotions qui parlent. Et porter attention. J'ai une passion qui est l'illusionnisme, la magie. Et non, un magicien ne détourne pas l'attention, non, non, un magicien la contrôle. Et de même que je peux contrôler l'attention pour faire disparaître une pièce, je peux contrôler mon attention ou t'aider à contrôler ton attention pour faire le focus sur ce dont tu as besoin pour l'apprentissage que tu vas mettre en place. Et enfin, sur Narbonne, c'est là où je suis le plus présent. Je propose de retrouver des élèves, de retrouver des apprenants qui se questionnent, qui ne sont pas sûrs de savoir si la manière dont ils commencent le chemin est bonne ou qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est à travers ça que mon approche de la pédagogie, à travers le jeu, à travers cette connexion au corps et au cerveau, opère à travers ma ludopédagogie. Est-ce que tu peux me donner simplement, factuellement, la définition d'un ludopédagogue? Okay. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Ludo. D'accord, jusque-là je suis. Qui a des pédales, et j'ai oublié ce que ça veut dire que. Donc, mais sinon, factuellement, ludo, ça vient de ludique. Et ludique, c'est un rapport pas justement à l'apprentissage pur, mais au divertissement. Et la pédagogie, c'est un modèle qui permet de s'approprier des informations et de proposer comment se les approprier. Donc c'est la ludopédagogie, c'est une pédagogie, un apprentissage qui est fait de manière ludique, sous une forme de divertissement, ou en tout cas qui va amener du plaisir, de la passion, ou de voir le temps différemment. Est-ce que tu pourrais me dire la même chose en espagnol? Non. D'accord. Está bien? Bien. Cool. Et tout? Bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles depuis longtemps? Est-ce que tu y as pensé avant de te lancer? Ça, c'est assez intéressant. On parlait du chemin tout à l'heure, qu'on emprunte parfois sans y réfléchir à deux fois. Est-ce que ça s'est fait comme ça, naturellement, avec ton propre chemin, ou est-ce que c'était un objectif que tu t'es fixé, de devenir ludopédagogue? Ça a commencé avec, dans mon enfance, la découverte d'une passion finalement, qui est l'illusionnisme, la magie, où j'ai pu expérimenter, sortir de ma timidité, apprendre à parler.
et des années après, découvrir une école hein, qui est plus philosophique, même si il existe l'école de physique à Madrid. Ah, où ça, pardon? À Madrid, en Espagne. En Espagne. Voilà. Et donc, tu ne sais pas parler espagnol, mais tu es parti à Madrid. Entiendo un poco. Disons que c'est le principe de l'apprentissage, c'est-à-dire que si tu souhaites, tu trouveras la manière de faire. C'est-à-dire que j'ai commencé la magie enfant avec des boîtes de magie, et ça pendant une grosse dizaine d'années. Puis j'ai rencontré des magiciens français, où j'étais à un festival pendant un week-end où ça ne parlait que d'illusionnisme, que de magie, et vendre des trucs, vendre des secrets, échanger avec eux. Et quelques temps après, je tombe sur un livre de Juan Tamariz. Et c'est dans ce livre que j'ai eu une congruence, un peu où je me suis rendu compte que tout ce que je savais, toute ma manière d'amener la magie, mais sur lesquels j'avais jamais mis de mots, ben, c'était écrit devant moi, quoi. Parce que là où la magie que j'ai pu apprendre était plutôt basée sur une supercherie ou une technique de manipulation, Juan Tamariz, lui, dit que la magie est dans les émotions. C'est quelque chose qui sort du corps. Et c'est avec ces apprentissages et finalement cette école de magie espagnole que j'ai compris à gérer les émotions. Comprendre mes émotions et finalement pouvoir inviter les spectateurs à jouer avec les siennes. Et comprendre mes émotions m'a amené à débloquer mon complexe de mauvais étudiant et finalement trouver un autre chemin que je croyais fermé et partir sur l'apprentissage, apprendre à apprendre. Ça s'est dit comme ça. C'était beaucoup développé en Belgique, au Québec. Donc, d'enfant avec sa petite boîte de magie, qui va rencontrer des magiciens, qui découvrent une autre approche, qui découvrent qu'il s'était trompé sur beaucoup de choses, qui découvrent que sur ce qui s'était trompé, il existe une autre manière de faire. Ça m'a amené à cette passion de l'émerveillement, finalement, parce que je considère que l'apprentissage part du corps, et être émerveillé d'une information, c'est une bonne chose pour s'en rappeler. Donc l'émerveillement via la magie et via l'apprentissage. Et puis ce déblocage qui pour moi était une épiphanie parce que oui, j'étais capable. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de ça? Tu parles du déblocage des émotions, qui sont les déclencheurs de beaucoup d'autres choses. Oui. C'est aussi comprendre ses propres émotions pour pouvoir aller de l'avant. Par exemple, étant donné que je pense que ça part de nous, et effectivement, on peut simplifier ou modéliser en disant que nous sommes un corps qui a des informations, de l'électricité qui nous donne des informations. Et bien, si on s'approprie ces informations du corps, les cinq sens, le stress, et bien, on va pouvoir jouer sur les informations que les sens nous permettent d'enregistrer. Tu stresses pas, là. Tout le monde stresse, c'est juste que c'est un allié. Là, tu sais le concrétiser, le transformer en positif. Et j'apprends. Après, je ne suis pas un sachant, justement. Je ne suis pas une personne qui détient les informations. Je sais qu'il existe des instruments, des manières de faire, des prismes qui peuvent nous permettre de prendre de la hauteur ou autre, mais je ne sais rien. Je combine, j'organise, je demande. D'accord. Et qu'est-ce que... En fait, là, tu as appris beaucoup de choses par rapport à ton propre corps, à tes propres émotions. Tu as aussi sûrement, je n'en sais rien, mais tu as peut-être aussi appris à déverrouiller pas mal de choses. J'aime beaucoup le terme. Déverrouiller? Oui. Pourquoi? Parce que ça me fait imaginer que mon corps est bloqué et que ce verrou libère mon corps et du coup va permettre de laisser s'exprimer des choses que j'avais en moi mais que je ne savais pas comment développer leur potentiel. Et les personnes que tu accompagnes,
Mhm. Est-ce que tu leur apprends à apprendre d'eux-mêmes à déverrouiller des choses en eux pour qu'ils puissent être plus à l'aise euh, dans la vie de tous les jours? Ou c'est vraiment... Non, en fait, pas vraiment. Je leur donne l'adresse du siège qui est le plus proche, D'accord, parce qu'il y a toujours les bons plans. Et puis, quand ça vient de moi, j'ai un petit pourcentage. Donc, d'accord, c'est toujours ça gagné. d'accord. Donc tu es très très riche alors. Je connais beaucoup de surveillés. Donc tu es focus sur l'apprentissage. Euh, Ce que lorsque je rencontre des personnes qui cherchent à découvrir la ludopédagogie et l'appliquer, je ne peux que les questionner sur leur motivation, le contrat qu'ils sont prêts à signer face à eux-mêmes, mais aussi finalement leur montrer que tous les mots, toutes les idées, toutes les croyances qu'ils ont sur l'apprentissage, sur ce qu'ils veulent débloquer ou sur le moment qu'ils sont obligés de passer, a une autre manière d'être vue, une autre manière d'être abordée, et finalement peut être plus passionnant, pour reprendre un terme corporel, que pénible. Oui, on va éviter de se faire censurer par la censure Voilà. Ou sociale. démoralisant. On va dire ça. Et donc, cet ingrédient, ce prochain ingrédient, est-ce que ce serait le déverrouillage? Ou est-ce que ce serait autre chose? Le déverrouillage, en fait, passe par l'expérimentation. C'est-à-dire que je n'ai pas la clé qui va bien à la personne. Je sais que la personne a un concept verrouillé, une idée verrouillée, une croyance verrouillée, que le verrou s'ouvre comme un escape game, en fait, il s'ouvre de l'intérieur. Et donc, je peux encourager, donner des informations que d'autres personnes ont été utilisées, montrer comment faire passer le temps si on trouve que le déverrouillage est trop long. J'accompagne et apporte, en plus de mes connaissances, de mon soutien, les éléments nécessaires à se déverrouiller soi-même, finalement, ou alors à apprendre à savoir faire avec ce que l'on est capable de proposer aujourd'hui. Donc l'expérimentation pour ça est importante, c'est est-ce que je suis prêt à me déverrouiller, ou alors est-ce que je souhaite, si je prends l'exemple d'une nouvelle langue, est-ce que je suis prêt à vouloir apprendre une nouvelle langue, ou alors comme je sais que je pars un week-end, est-ce que je ne me cherche pas plutôt quelque chose qui me permettra d'aller acheter le pain, de savoir où sont les toilettes, de demander ma route, et pas un gros pavé de tous les mots, toutes les conjugaisons, toutes les grammaires qui ne seront pas importants pour toujours. Donc finalement, comprendre l'apprentissage, c'est aussi important que les informations que l'on va acquérir. Est-ce qu'on peut comprendre avant? Est-ce que c'est la même chose que comprendre avant et comprendre en faisant? On va partir sur un modèle qui est le savoir. Par exemple, moi je suis magicien. Si je m'intéresse à la magie, c'est quelque chose qui peut faire peur, et j'aime bien le principe, ça peut faire rire, ça ouvert tout. Par exemple, je connais un tour de magie. Donc je sais faire un tour de magie. Je sais que ça existe et je connais le trucage. Ça, c'est le premier niveau du modèle, le savoir. Après, on peut avoir le savoir-faire. C'est-à-dire que je connais ce trucage, peut-être que même toi tu le connais, mais j'arrive à tromper ton attention, à réussir, et finalement je sais faire ce tour même peut-être mieux que toi. Donc je suis peut-être meilleur magicien que toi. Et puis, ça c'est le savoir-faire, le second niveau, et le troisième niveau serait le savoir-être. C'est si je suis magicien, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je te retourne le cerveau avec un jeu de cartes, et pas plutôt
te laisser imaginer par qui je suis, ce que je fais, que je suis capable de bien plus que ce que je ne fais, bien plus que ce que je ne peux imaginer. Et comme ça, je sais être magicien. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me justifier, je n'ai pas besoin d'expliquer les choses, je ne suis pas dans le savoir, je ne suis pas dans le savoir-faire, mais les choses sont faites comme ça. Et les choses sont comprises et admises telles quelles. Donc du coup, dans l'apprentissage, si je vais apprendre une nouvelle langue, ben, savoir qu'en Espagne, ils parlent l'espagnol, c'est mon début. Savoir faire... Effectivement. Et non, parce qu'il y a le castillanais, le catalan, c'est plus compliqué que ça. Est-ce que ça reste l'Espagne? Vaste débat, là on va sur la politique, c'est pas bon du tout. Restons sur nos rails. Donc, savoir ben, quelle langue sera parlée sur le lieu de notre week-end, donc ça c'est le savoir. Se pencher sur de quoi, ce qu'on aura besoin, les politesses, les commodités, le savoir-faire et acquérir ses mots. Et puis finalement, c'est une fois qu'on est en week-end, oublier qu'on a passé des soirées peut-être sur YouTube ou sur des bouquins à apprendre quelque chose. Arrêter de se dire que lorsque un mot a un accent, il faut mettre l'accent tonique sur ce mot s'il finit par un S ou une voyelle. Enfin, tout ce que l'on a appris, et finalement, savoir-être, c'est... je me suis donné les moyens, le temps, et j'ai fait le choix de parler espagnol pour mon week-end. Maintenant que je suis en week-end, voilà quoi. On oublie tout le reste et je sais être la finalité de mon apprentissage. Avancer plus sereinement et plus d'esprit tranquille pour... ça serait une conséquence du coup, oui, effectivement. Pour se respecter totalement. Ou presque. Et au moins profiter et jouir de son contrat. Mine de rien, on s'est donné une contrainte. Et quand on arrive, je prends l'exemple simple de mon week-end en Espagne, quand on arrive au moment de la fin de ce contrat, fêtez ça, finalement, et en profiter pleinement. Mettre un point final, c'est pas vraiment final, mais mettre un point final à une expérience, à une expérimentation, comme tu l'as dit, c'est comme ça que tu l'appelles, une expérimentation, ça peut être salvateur. C'est pas que ça peut être salvateur. C'est salvateur. C'est nécessaire. Si l'on écoute notre cerveau, il ne va mettre le focus que sur ce qui ne va pas. Je suis trop gros, j'ai bégayé, il n'y a pas assez de lumière, et qu'est-ce qu'il pense de moi? Et là, je parle de moi, bien sûr, parce que finalement, je suis la seule personne que je connais. Mais je pense qu'à peu près, tout le monde se reconnaîtra dans ces discours. Et si je ne me dis pas, ah tiens, cette fois-ci, j'ai dit bonjour à cette personne, en plus je me rappelais de son prénom. Ah tiens, là, j'étais face à mon patron, quelqu'un qui m'impressionne, et j'ai pas bégayé, j'ai dit bonjour avec assurance. Si on ne dit pas, tiens, aujourd'hui, je me couche, tout est rangé chez moi, on continue de mettre le focus sur ce qui ne va pas. Alors que fêter chaque petit événement qui est positif dans notre vie ou que l'on a pris le temps et le choix de mettre en place, c'est nécessaire pour en plus contrebalancer tout ce que spontanément notre cerveau va nous amener. Mais c'est quand même salvateur en ce sens où c'est comme une récompense et ça nous fait du bien. C'est salvateur parce que est-ce qu'on est d'accord que salvateur ça nous sauve? C'est ça le mot? C'est pas ce à quoi je pensais, Okay. Mais je t'écoute. Disons que si je prends salvateur comme ça nous sauve, en fait, ça nous sauve peut-être d'une mauvaise hygiène de vie que l'on a instaurée avec le temps. Et je te laisse m'expliquer qu'est-ce que tu veux dire par salvateur. Pour moi, la salvation, c'est plus comme quelque chose que tu fais qui te fait du bien, qui est salvateur donc, et qui te permet en fait de mettre, par exemple, là on parlait d'une expérimentation ou des objectifs. Quand tu as fini un objectif,
tu fais quelque chose de salvateur pour toi, tu as fait quelque chose de salvateur pour toi, tu as fini cet objectif-là, et ça te permet de repartir plus sereinement, pourquoi pas, après tout, sur un autre objectif. Euh, Alors oui. Juste parce que, comme tu dis, le point final n'est pas forcément une fin, ou je ne sais plus ce que tu as dit. J'aimerais vous donner mon expérience sur ce point. Je sais qu'il existe des carnets où l'on note tout ce qu'on a fait de bien, ou enfin, il est très facile de trouver dans le commerce ou autour de nous comment fêter ces petits moments. Personnellement, une personne m'a montré un chèque, mais d'une manière pierre, papier, ciseaux. Et ce jour-là, j'ai rigolé, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas rigolé dans un milieu professionnel comme ça. Et j'ai gardé cette idée de pierre, papier, ciseaux. Et aujourd'hui, quand on prend la caméra, quand par exemple j'ai stressé sur un mot et puis finalement je me suis rendu compte que j'avais réussi à sortir la phrase, dans ma tête, je me fais pierre, papier, ciseaux. Et ça me donne la pêche. Ça me donne la pêche parce que ces pierre, papier, ciseaux que je fais par dizaines dans la journée, ce sont tous ces petits checks que je me fais qui s'additionnent, qui regroupent un nuage de plaisir, de découvertes et d'émerveillement. Donc, à votre façon, trouver ce point final, mais qui en fait ira vers un autre point final. Cette salvation, je crois que c'est le terme que tu as utilisé, ou ce moment où, oui, on a réussi notre contrat, aussi infime soit-il, restant simple, et puis pierre, papier, ciseaux, ou ce qui vous va bien. Là, mine de rien, dans ce que tu viens de dire là, tu as déroulé quelques ingrédients du burger. Parce que, je le reprécise ici pour ceux qui n'avaient pas suivi, nous parlons d'un burger que tu es en train de, pas de fabriquer, mais tu es en train de choisir les éléments qui composent ce burger. Donc, en première base, le pain du dessous. C'est finalement l'histoire. L'histoire d'apprentissage, oui. L'histoire de l'apprentissage. Enfin, ou du moins de l'école et de comment un élève commence à apprendre. Oui. En deuxième ingrédient, tu as choisi le papier. Est-ce que tu considérerais que c'est plus de la sauce ou plus de la salade? Ou du fromage? Salade. Salade? Oui. C'est important, il faut que je le note. Parce qu'il faut manger des fruits et des légumes et il faut s'entourer de papier. Entourons-nous de papier. D'arbres, donc. Ensuite, en troisième élément, tu as mis la simplicité. Même question, est-ce que fromage, salade, sauce? Fromage. Fromage, parce que la simplicité, finalement, peut avoir différentes saveurs. Mais je ne sais plus qui disait le gras, c'est la vie. C'est moi. Enfin... Le fromage amènera cette nécessité que peuvent... On est nombreux à dire ça. Le gras, c'est la vie. Le contrat. Ça, c'est un élément qui peut vraiment ajouter une saveur particulière à l'ensemble. Parce que s'il y a un mauvais contrat, même s'il y a un bel ensemble, le burger sera pas ouf. Pour moi, le contrat, en fait, c'est l'ingrédient secret du cuistot. Et il doit rester secret parce que sinon on s'éparpille. Mais entre cuistots que nous sommes, on peut s'en parler, les partager et développer. Mais lors de l'apprentissage, ça doit rester notre ingrédient secret qui nous donnera le focus sur pourquoi, comment et quoi mettre en place. Très bien, donc je mets type de cuisson et assaisonnement. Ça te va? Alright.
Très bien. Ok. Je précise que c'est très important. Ouais. Je note. Ensuite, tu as choisi l'autre comme ingrédient. La sauce. La Parce sauce. que toute sauce est bonne en fait, du moment que on a plaisir à la mettre dans le burger. Oh, je suis pas de cet avis-là. Moi je suis de cet avis-là. Toute sauce est bonne, Oui. ou selon les goûts de chacun. Alors, toute sauce mérite d'être goûtée, au moins. Voilà. Je préfère cette définition-là. On est d'accord, ok. Expérimentation. C'est un autre ingrédient, ça. Est-ce que ce serait une salade? Bah, c'est pas des salades, mais. Ou des oignons, ou une tomate, des cornichons. Pour moi, l'expérimentation, ça reste corporel. Donc, ce serait l'agilité à monter les différents pains, et sauces. C'est quelque chose que tu fais plus que tu décris, ou que tu vas chercher dans un jardin ou cuisine. Donc, c'est le savoir du chef, l'expérimentation. Donc, pour le moment, nous avons le pain, Mm. la salade, le fromage et la sauce comme ingrédients physiques du burger. Le reste, qui est très important aussi, c'est le type de cuisson, l'assaisonnement, le type d'assaisonnement, plutôt le type de cuisson, et le savoir-faire du chef. Il nous manque quelques ingrédients quand même pour que ce burger soit pleinement savoureux, même si commence déjà à donner l'eau à la bouche, en tout cas pour moi, puisque le gras, c'est la vie. Comme je le disais en tout début de vidéo, bon là on est dans la deuxième partie du live, mais dans la vidéo VOD, ce sera intégré dans une seule vidéo donc. Peut-être que un des éléments qui est très important pour toi, je dis bien peut-être car je ne suis pas toi, c'est la stabilité du burger. Cure-dent, et puis voilà. Hein. Ça, Un cure-dent. non, ce que. Pour moi, la stabilité, ça importe peu. Peut-être ce qui manquerait, c'est donner un petit apport énergétique à ce burger. Mais attention, stabilité veut dire aussi que quand tu montes ce burger, du pain, premier pain au dernier pain, s'il se casse la figure, faut tout recommencer. L'expérimentation. Ça, tu le comptes dans l'expérimentation. Voilà. Donc, dans le savoir-faire du chef, qui effectivement peut remettre ce burger en place. Façon de parler. Voilà. Très bien. Donc, l'élément prochain. Ben, que ce soit du pois chiche, de la viande, du poisson, du poulet ou autre, ce que je mettrais comme ingrédient, c'est prendre conscience du plaisir que l'on a à parcourir ce chemin. C'est ce qui va nous donner l'énergie de, pourquoi pas, écorcher des centaines de fois le même mot, de se retrouver face à une personne que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, et de lui balancer une phrase qu'on s'est répétée dans la tête X fois sans jamais savoir si on avait la bonne prononciation. Et tout ça, c'est ce qui, au plus profond de nous a fait arpenter ce chemin. Vous l'appellerez le plaisir, le bonheur, l'aventure, l'adrénaline. Est-ce que le bonheur existe vraiment? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le dire? Je te pose la question. Pour moi, le bonheur existe si tu te l'es préparé toi-même.
C'est-à-dire qu'il existe si tu l'as construit. Mais tu l'achèteras pas sur Internet ou c'est pas ton voisin qui te le livrera. Donc tu crois au bonheur. Bon, oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas juste chimique? Alors, on va faire une parenthèse philosophique, mais pour moi, je suis matérialiste. Et sur ça, matérialiste, ça ne veut pas dire que je suis attaché à l'argent ou à mes biens. Ça veut dire que je pense que tout n'est qu'électricité dans les cerveaux. Donc finalement, oui, c'est chimique le bonheur. C'est la parenthèse. Donc là, je peux mettre plaisir ou bonheur en ingrédient. Plaisir. Plaisir. Parce que sans plaisir, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Est-ce que la peine rentre dans le plaisir d'ailleurs? La difficulté nous amène au plaisir, que ce soit dans l'apprentissage ou dans les chutes. Si chaque fois qu'un enfant tombait quand il apprend à marcher, la peine l'empêchait de continuer, on ne marcherait jamais. Ou si chaque fois qu'on mettait à la bouche quelque chose qui nous déplaisait, on se disait ah, j'arrête de manger, on ne mangerait jamais. Donc oui, la peine fait partie du plaisir. C'est fait partie du cadre qui nous mène au plaisir. Dans ton activité de ludopédagogue, est-ce qu'en faisant, tu apprécies de plus en plus, bon tu vas pas me dire non, certes, mais tu apprécies de plus en plus apprendre plus, ou est-ce que ton envie, ton désir d'apprendre plus était déjà très élevé? Le fait de prendre plaisir à apprendre m'a reconnecté à ce que je pourrais me souvenir être quand j'étais enfant. Et je ne sais pas comment vous étiez petit, mais si j'ai envie en sauce du burger, je veux toutes les goûter. Donc, comme je me fiche pas mal des informations que je ne peux pas accéder, je préfère rencontrer des sauces, rencontrer des personnes qui peuvent m'apporter des informations. Et c'est le plaisir de cette rencontre qui me fait mémoriser et apprendre de cet échange. Donc, apprendre, c'est pour moi retrouver cette curiosité de l'enfance et savoir que chaque nouvelle interaction sera une opportunité soit d'être frustré ou soit de mieux connaître mon corps, soit d'avoir une chance de mémoriser quelque chose, soit tout simplement de me transformer. Et pour moi, une fois qu'on est transformé, c'est là où on a appris. Quelles sont les prochaines étapes pour toi dans ta vie de ludopédagogue? Est-ce que tu comptes utiliser d'autres moyens de à la fois promouvoir la ludopédagogie et en même temps être ludopédagogue? J'ai toujours de bons retours sur ce qu'est une approche ludopédagogique. Et étant aujourd'hui sur la MJC de Narbonne, je cherche des endroits qui peuvent accueillir cette approche de la pédagogie. Aujourd'hui, c'est un café associatif surveillant qui accueille ce qui est mon soutien scolaire de la MJC de Narbonne, mais surveillant. Ce sont des professionnels qui me font intervenir pour montrer une autre façon d'apprendre dans un contexte qui n'est pas scolaire.
Ce sont des événements, par exemple, si on abonde sur les thèmes de la santé mentale, où juste le côté ludique permet d'apprendre mieux sur soi-même et peut-être à mieux s'accepter. Donc faire découvrir la ludopédagogie est important pour moi, effectivement, et donc être présent sur différents endroits. Et ma manière de développer cette ludopédagogie, c'est avec donc, des cartes. Je travaille sur les cartes mémoire, les flashcards, qui sont des cartons où l'on écrit une information que l'on connaît d'un côté et l'information que l'on souhaite apprendre de l'autre. Et il y a toute une courbe pour savoir quand lire cette information, quand se tester. C'est là où le côté redondant peut être plus ludique, parce que, comme j'aime à dire, comment est-ce qu'on mange un éléphant? Bouchée par bouchée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend une quantité d'informations, petite information par petite information, et ces cartes mémoire permettent dans le temps de mémoriser, d'apprendre, là où si on avait toutes les cartes mémoire d'un coup devant soi, on serait sûrement démoralisé et on n'aimerait même pas se pencher sur la première. Donc les cartes mémoire sont très importantes pour moi aujourd'hui. Mettre en place des systèmes d'auto-évaluation et ce check final pour vraiment comprendre de quel apprentissage on a besoin, jusqu'où on est prêt à aller, et fêter ce fameux point final qui peut-être est une suite à l'apprentissage que l'on souhaite mettre en place, peut-être le début d'un nouvel apprentissage par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. Et passionné d'illusionnisme, je me promène avec un jeu de cartes, toujours sur moi. Et après des années, j'ai trouvé comment vraiment faire le pont entre l'illusionnisme, l'apprentissage, 52 cartes. Et je travaille actuellement avec différents professionnels pour donner une forme à ce jeu, donner un style ludique pour pouvoir l'utiliser simplement mais efficacement et le faire durer dans le temps. Est-ce qu'on rajoute un ingrédient à tout ça, en dehors du pain, du dernier pain, du dessus? Moi, je n'en vois pas d'autre. Et quel serait alors le dernier pain? L'action. Si mon approche ludopédagogique s'appelle Ose apprendre, OSE est un acronyme qui permet un modèle d'apprentissage, mais c'est avant tout cette naïveté d'enfant qui fait sans se soucier de tomber, sans se soucier de se faire engueuler, sans se soucier de déranger les autres, qui le fait apprendre. Et étant adulte, on peut apprendre à mieux tomber, on peut apprendre à mieux respecter les autres, on a de nouvelles compétences, mais on ne doit pas perdre cette audace, pas perdre cette naïveté de se dire à la prochaine est la bonne. Ça, je pense que c'est le pain du dessus. Donc, pour le burger César, et non à la sauce César, on va l'appeler le burger 16. Le burger 16, ça c'est intéressant. Pourquoi 16? Moi je connais l'histoire, mais les auditeurs et les spectateurs ne connaissent pas cette histoire. Il fut un temps où, au début d'Internet, je traînais sur des chats. Les plus vieux savent, mais c'était des espèces de réseaux sociaux où toutes les conversations étaient entremêlées. Et c'est là où j'avais rencontré un Portugais qui s'appelait César, comme moi, et qui signait 16, le chiffre, et ART. Et alors, si tu m'écoutes, je te dois des royalties ou je suis très heureux qu'on ait pu échanger dans les années 2000 sur ça. Mais l'idée m'est restée. Et dans le souci de simplification, avec une façon de me présenter, j'ai amené César avec tout le monde me fait Ave César ou Tabar Rosalie. J'ai simplifié à 16 arts et je garde finalement que le chiffre 16. J'adore les chiffres, j'aime le principe d'être matricule, finalement pourquoi pas.
Et 16 c'est un chiffre magique, en plus, un nombre magique, donc on va pas en parler maintenant. Mais 16, c'est finalement ce César emprunté sur Internet qui a fait son cheminement pour arriver à ce surnom qui me plaît énormément. Très bien. Donc, vous l'avez compris, si vous voulez savoir pourquoi 16 est un nombre magique, il faudra s'adresser à lui directement sur les réseaux ou physiquement. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce burger qui a l'air très appétissant, le burger 16? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur comment tu souhaites le servir? Je te laisse la parole. Pour ça, j'ai deux manières de le servir en fait. Parce que je suis moi-même tiraillé et je vais dire deux choses antagonistes que je sais vraies. Est-ce qu'on peut apprécier quelque chose juste par le fait même de l'expérimenter? Ou est-ce qu'on peut apprécier quelque chose quand on sait tout le travail qu'il a nécessité? Alors, est-ce que vous appréciez les choses juste parce que vous le mangez, par exemple pour le burger, ou est-ce que vous appréciez le burger parce que vous savez que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dessus? Ce n'est pas possible finalement de faire les deux en même temps, parce que du moment où vous savez, votre expérimentation est faussée. Ou du moment que vous expérimentez, c'est trop tard de savoir tout le derrière qu'il y a. Et ce que j'ai envie de vous servir, c'est oser poser la question, oser expérimenter, oser me demander un peu plus d'approfondir certaines techniques. Et finalement, c'est comme ça que le burger sera le mieux servi, au moment présent, avec vous, en direct, sur les réseaux, en réel, mais toujours parce que vous faites le chemin de me le demander ou parce que vous faites le chemin de l'essayer.